Et on ouvre, comme tous les 15 jours, notre journal des biotech en compagnie de Pierre-Louis Germain. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Fabrice. Rédacteur en chef de Biotech Finance. Pas mal d'actu, encore une fois, sur ces biotech. On démarre avec Erytech. Alors Erytech, oui, voilà, donc la société biotech lyonnaise qui vient d'annoncer avoir déposé les documents préalables à son introduction sur le marché du Nasdaq. Donc ça, c'est une nouvelle très importante d'abord pour la société qui avait publié en fait des résultats cliniques en début d'année dans le cancer du pancréas, qui avait vraiment réveillé l'intérêt des investisseurs, notamment américains, sur ce dossier. La société avait quelques semaines, 2 semaines après, déjà levé plus de 70 millions d'euros pour le développement dans cette indication. C'était un des plus importants placements privés, si ce n'est le plus important qui a été réalisé par une biotech française. Donc là, ce qui est intéressant, au-delà du seul cas d'Erytech, c'est de voir que des investisseurs majoritairement américains sont prêts à remettre encore 100 millions de dollars. C'est les montants qui sont évoqués pour cette double cotation sur le Nasdaq. 160, donc au total 170 millions d'euros pour une biotech française, pour un produit dans une indication très intéressante où il y a eu des résultats vraiment percutants. Mais voilà, ça je pense que c'est au-delà du seul cas d'Erytech un coup de projecteur intéressant pour les biotech françaises. Alors c'est intéressant certes, mais ça pose question quand même sur cette cotation du Nasdaq. Ça veut dire que Erytech n'avait pas les moyens en France de trouver la même profondeur au niveau justement des investissements. C'est une très bonne question. Comme je disais, l'augmentation de capital qu'ils ont fait au mois d'avril, 70 millions d'euros net, c'était déjà un placement privé exceptionnel pour la France. Quand on regarde que ce soit les introductions en bourse de biotech, medtech ou les augmentations de capital qui se sont faites sur le marché français, elles n'ont pratiquement jamais dépassé les 50 millions. Ça veut dire qu'en gros, une société qui a besoin de plus que ça, plus de 50 millions d'euros, elle est obligée d'aller sur le Nasdaq. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a aux États-Unis plusieurs milliers de fonds d'investissement spécialisés dans les sciences de la vie. Il y en a moins d'une centaine qui sont habilités légalement à investir sur des sociétés cotées en Europe. Et donc du coup, il faut aller sur le Nasdaq quand on a besoin de plus de 50 millions. Et là, une étude de phase 3 dans le cancer du pancréas, c'est des montants colossaux. Ça peut donner des idées à d'autres candidats pour aller chercher des fonds? Il y a des sociétés qui ont ouvertement évoqué leur intérêt. D'abord, rappelons qu'Erytech, en 2015, a essayé de s'introduire sur le Nasdaq. Ils sont repartis, c'était le contexte des élections américaines. Gensight a essayé de le faire, peut-être qu'ils réessaieront plus tard. Genfit en a parlé, évidemment, parce que les principaux acteurs dans la nage sont américains, qu'il y a un fort intérêt d'investisseurs là-bas. Innate Pharma peut-être, quoique aujourd'hui ils ont des finances confortables. Et puis DBV et Selectis y sont déjà. Tiens, un autre acteur qui va chercher, alors lui peut-être pas des fonds, mais faire des tests très loin, c'est Carmat. Alors oui, Carmat qui a un petit peu surpris son monde en annonçant une extension de son essai clinique au Kazakhstan. Alors la société Carmat est dans une situation un petit peu compliquée puisqu'elle a initié, c'était l'été dernier, il y a maintenant un peu plus d'1 an, son essai clinique final, l'essai pivot qui doit lui permettre d'obtenir le droit de commercialiser sa prothèse complète de cœur. L'essai a été suspendu du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, il a été autorisé à reprendre, mais on ne sait pas très bien à quel rythme la société parvient à recruter des patients, des volontaires pour faire cet essai. Donc, alors, développement au Kazakhstan, ça n'a pas été mal accueilli par les investisseurs, ça n'a pas tellement inquiété. Je pense que le nouveau directeur général, il a réitéré son objectif que cet essai clinique soit terminé à la fin de l'année 2018. Rappelons qu'il prévoit une vingtaine d'implantations. Et lui, il est là depuis 1 an. Je pense qu'il y a vraiment pour lui un objectif de crédibilité. Donc, il est prêt, pas dire prêt à tout, mais enfin il est prêt en tout cas à aller au Kazakhstan pour que l'étude tienne son calendrier. Peut-être aussi qu'il envoie un signal aux autorités de santé en leur disant voilà, Carmat, l'innovation française, le formidable cœur artificiel, vous ne nous permettez même pas de faire le développement clinique en France, on est obligé d'aller loin. Voilà, il y a quelques années, ils avaient déjà signé des protocoles. Loin, ça veut dire peut-être aussi des barrières ou des procédures un petit peu moins tatillonnes, on va dire, mais forcément on est quand même dans des... Ouais, ils avaient déjà, il y a quelques années, envisagé de faire des implantations en Pologne, en Arabie Saoudite, enfin assez loin de l'Europe. Bon, après, ça reste des pays sérieux, il ne s'agit pas de... Il y a des vraies infrastructures hospitalières là-bas.
Voilà, maintenant, peut-être qu'il y a un signal aussi donné aux autorités. Voilà, à voir et à suivre évidemment cette formidable aventure du cœur artificiel Carmat. On passe à Mauna Kea, là aussi du news flow hein, sur Mauna Kea. Alors on en a un petit peu parlé effectivement sur Biotech Finance. Il n'y a pas eu une grosse annonce, ils ont simplement annoncé qu'ils activaient une ligne de financement en fonds propres, une equity line. Donc Mauna Kea, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une société qui a beaucoup déçu depuis son introduction en bourse, qui n'a pas réussi à tenir ses objectifs commerciaux hein, depuis le début de la décennie. Malgré des résultats scientifiques, cliniques, probants sur le plan commercial, c'est un échec. Aujourd'hui, il y a une défiance forte des investisseurs, il y a une situation financière tendue. Cette equity line, elle n'est pas très intéressante pour les actionnaires, il faut bien le rappeler, hein, c'est un mécanisme qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura une tendance haussière sur l'action, le mécanisme viendra un petit peu caper la hausse, freiner la hausse. Et Mauna Kea, c'est une société qui a des gros catalyseurs pour les 2-3 trimestres à venir, hein, à la fois sur les applications en urologie où ils ont un partenariat aux États-Unis et en gastro-entérologie où ils ont un nouveau business model. Donc tout ça pour dire que les 2-3 prochains trimestres sur le plan des ventes du chiffre d'affaires de Mauna Kea seront cruciaux et si les résultats ne sont pas là, si la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est vraiment un gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas qui va les financer et leur autonomie financière, c'est mi-2018, hein, pas au-delà. Voilà, donc cette nouvelle ligne de crédit hein, pour développer, continuer à lancer le Cellvizio notamment. Tiens, justement, on fait un petit tour sur les biotech. Alors, on n'est pas dans l'euphorie de l'année 2015 où il y avait eu plus de 30 introductions en bourse. Et pourtant, on commence à avoir un petit flux là, qui revient tranquillement, une fenêtre de tir, comme on dit, pour les investisseurs des sociétés qui reviennent sur la bourse. Alors, on a effectivement Biomub qui est en cours, hein, qui va bientôt se terminer. Terranexus qui a déposé son document de base. Je pense que la communication des modalités est imminente. On sait qu'il y a d'autres sociétés hein, qui s'y préparent. Alors c'est plutôt là des sociétés qui ont besoin d'argent plutôt qu'un appétit féroce des investisseurs français, domestiques et souvent généralistes pour les biotech. Hein. Ils ont un peu pris la douche froide cette année. Donc c'est des IPO qui se préparent, qui sont en cours, qui sont plutôt risqués à ce stade. Maintenant, nous, on essaie de regarder un petit peu au-delà. Aux États-Unis, les biotech, ça marche très fort. On a Erytech, effectivement, qui se prépare sur le Nasdaq. On a peut-être des résultats sur des BV. Tout ça peut à un moment réveiller l'intérêt des Américains, se dire ah bah tiens, il y a des biotech en Europe qui sont pas chers et qui ont de beaux programmes. Donc ça peut changer la donne. Et ce qu'on a évoqué également dans Biotech Finance cette semaine, c'est la mise en place pour 2018 de fonds d'investissement français beaucoup plus puissants que ce qu'on a aujourd'hui, des fonds crossover, hein, Sofimac l'a annoncé. On sait qu'Arbevel, peut-être Sofinova vont le faire. On aurait potentiellement en 2018 3 gros acteurs financiers crossover, c'est-à-dire qui font à la fois du capital risqué et de l'investissement boursier avec plusieurs centaines de millions d'euros d'encours disponibles pour soutenir les biotech. Donc tout ça, l'un et l'autre, les investisseurs américains plus ces fonds-là, sachant que les deux s'entraînent l'un l'autre, ça peut vraiment changer la donne en 2018. Une dernière question par légèrement justement ces nouveaux fonds crossover réservés aux institutionnels ou bien les particuliers peuvent y participer via des mécanismes où c'est strictement entre professionnels? Ce sont a priori, toutes les modalités ne sont pas connues, mais c'est a priori des fonds, ce sont des fonds professionnels. Ce sont des fonds professionnels. Voilà, il y a une grande question sur le devenir des FCPI si on réforme l'ISF. Donc ça sera l'occasion d'un prochain sujet, effectivement. Peut-être qu'il y aura de l'argent de l'assurance vie un jour dans ces fonds crossover, on verra, mais ça serait bien de drainer ces fonds, de sortir des obligations d'État qui ne rapportent rien pour la recherche. Alors évidemment beaucoup plus risqué, quoique, hein, si le portefeuille est diversifié, c'est le maître mot. Hein, toujours la diversification. Pierre-Louis, si vous vous intéressez à l'ensemble de cette société, hein, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, surtout pour des projets qui sont encore en phase expérimentale. Tiens, justement, dans quelques instants, vous restez avec nous, Pierre-Louis. On accueille sur le plateau Judith Gressier, c'est la patronne d'Onxeo, qui a été chahutée en bourse ces dernières semaines. On va demander son avis et on a de nouvelles perspectives pour cette société. À tout de suite.